Je détestais les jeudis. Pas à cause du rush du week-end, mais à cause de Jerry, ce client flippant qui débarquait comme une horloge tous les jeudis à 15h pile. Ça faisait 6 mois que je bossais dans ce resto et sa routine était aussi prévisible que notre fromage nacho périmé. Toujours la même commande, un Crunch Wrap Supreme, des torsades à la cannelle et un grand Mountain Dew. Dès qu'il franchissait la porte, j'avais l'estomac noué. Je pouvais pas l'expliquer. Il y avait juste un truc qui clochait chez lui. Il portait une casquette de baseball délavée, rabattue sur le front, et ses yeux étaient toujours rivés sur moi. Je le surprenais, en train de sourire. Enfin, plutôt de me reluquer, quand il passait commande. « Salut beauté, qu'est-ce qu'une fille comme toi fait dans un endroit pareil ?» Je levais juste les yeux au ciel en essayant de sourire poliment. « Je sers juste des tacos, monsieur. » Comme la dernière fois. Il m'a maté un moment avant d'aller aux toilettes. Mes collègues, Jess et Mark, se tenaient derrière moi, étouffant leur rire. Peut-être qu'il fait un gros caca tous les jeudis. Jess plaisanta un jour en donnant un coup de coude à Mark. Ils rirent tous les deux, mais je ne pus qu'esquisser un faible sourire. « Tu devrais lui demander comment vont ses intestins. » « Très drôle, ai-je marmonné en les fusillant du regard. Mais aussi agaçant qu'ils soient, j'ai ressenti un peu de réconfort en sachant qu'ils étaient là. Au fil des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer un schéma étrange lors de ces visites. Il venait tous les jeudis après-midi, passait la même commande à emporter tout en me regardant, puis utilisait les toilettes quelques minutes avant de prendre sa commande et de partir. Un jeudi, après qu'il ait quitté les toilettes, la lumière de la salle de bain clignotait un instant. Au début, j'ai mis ça sur le compte d'un câblage défectueux. Taco Bell n'était pas vraiment réputé pour son entretien. Mais à mesure que le scintillement continuait, je sentais ma curiosité grandir. Un jeudi, la lumière clignota plus longtemps que d'habitude. Je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose clochait. Quand le service s'est terminé, j'en ai parlé à Mark. « Hé, tu peux vérifier la lumière des toilettes? Elle fait des siennes. Il m'a fait signe de la main. Juste une ampoule desserrée. Je regarderai ça plus tard. » Mais ça me tracassait. Le lendemain, j'ai demandé à Dave, notre technicien, d'y jeter un œil. Il a grogné, mais a accepté à contre-cœur. « Ouais, sûrement un problème de câblage, est là, » dit-il en se grattant la tête tout en inspectant le luminaire. « Mais je vais vérifier pour toi. » Après quelques minutes à fouiner, il dit « Tu as raison sur un point. Ce Taco Bell a des trucs bizarres. Regarde cette bouche d'aération. » Il pointa une grille près du plafond, presque invisible. C'était inhabituel pour un endroit pareil, mais je n'y ai pas trop pensé. « Elle est cassée ?» demandai-je en plissant les yeux. « Non, juste bizarre. Je ne sais pas pourquoi elle est là. C'est peut-être un reste de l'ancien hôtel qu'ils ont construit par-dessus. » J'ai haussé les épaules, n'y pensant plus jusqu'à ce soir-là. Ma curiosité piquée, j'ai décidé d'aller voir après la fermeture. Je suis monté sur une chaise, j'ai dévissé la grille et j'ai regardé à l'intérieur. C'est là que je l'ai vue, une petite lumière rouge clignotante. Au début, je pensais que ça faisait partie de la ventilation, mais sa position m'a paru bizarre. Mon cœur s'est emballé. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo, puis j'ai redescendu. Je n'arrivais pas à me défaire de l'envie de savoir ce que c'était. Ce soir-là, une fois chez moi, j'ai repassé la journée dans ma tête. Pourquoi j'avais l'impression d'être observé? Le jeudi suivant, je me suis approché de la grille, le cœur battant. Je l'ai dévissé et regardé dedans, mais la lumière avait disparu, confuse. J'ai vérifié la caméra dans la cuisine. À ce moment-là, la voix familière a brisé ma concentration. « Salut, beauté. » Le type a dit en s'approchant du comptoir. J'ai forcé un sourire. « Salut. Que puis-je vous servir? » Pendant qu'il passait commande, je ne pouvais pas me défaire de cette angoisse. Quand il est parti aux toilettes, j'ai été irrésistiblement poussé à le suivre. J'ai jeté un œil à la porte des toilettes, et pour la première fois, j'ai eu cette étrange envie de voir ce qu'il faisait là-dedans. Après son départ, pendant qu'Eve me taquinait sur mon physique, je ne pouvais plus ignorer ce malaise grandissant. J'ai décidé de prendre une échelle et de vérifier la grille à nouveau. Je suis monté et je l'ai dévissée, mais je n'ai pas trouvé que la lumière. J'ai trouvé une caméra cachée pointée vers les toilettes. L'horreur m'a envahi.
Il y avait une carte SSD attachée, que j'ai retirée. J'ai prévenu Jess, qui a apporté son portable. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait plein de gens, nous incluses, qui avaient été filmés, différentes parties de nous visibles. Il avait méticuleusement enregistré ses victimes. J'avais la nausée. J'ai immédiatement appelé la police, la voix tremblante en signalant la situation. Ils ont répondu et ensemble, on a élaboré un plan. Quand il est arrivé le jeudi suivant, j'arrivais à peine à tenir le coup. Il a suivi son rituel, puis j'ai regardé depuis le comptoir la police débarquer dès qu'il est sorti des toilettes. Il a été arrêté. Ils ont fouillé son appart, le cœur battant jusqu'à ce que je reçoive l'appel. Il avait plus de 8 semaines de vidéos privées de différents clients. J'étais malade en réalisant comment un client aussi banal avait pu faire un truc pareil. Je ne pouvais tout simplement pas continuer ce boulot et je suis parti peu après. C'était le mois dernier, juste avant le week-end. Je vis seul et j'ai l'habitude de me débrouiller. D'habitude, je ne fais pas mes courses à la tombée de la nuit, surtout seul. Mais j'avais fini tard et Costco était sur mon chemin. Je me suis dit que ce serait rapide, prendre ce qu'il me fallait et filer avant la nuit. Je ne pensais même pas à faire attention. C'est ça le pire. Quand j'ai poussé mon chariot sur le parking, le crépuscule avait envahi le ciel et les ombres s'étiraient entre les voitures. Mon chariot était plein, je me concentrais surtout pour ne rien oublier. J'ai vite rejoint ma voiture, ouvert le coffre et commencé à y ranger mes courses. Une fois la nuit tombée, ce sera dur d'y voir car je suis garé loin des lampadaires. J'étais seul quand j'ai entendu quelqu'un respirer derrière moi. « Hey, excusez-moi, vous auriez des câbles de démarrage ?» En me retournant, j'ai vu un homme. Il se tenait à quelques mètres. Il devait avoir la quarantaine. En tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Ses cheveux gras et noirs, sa chemise tachée et ses yeux enfoncés me disaient qu'il était mauvais signe. Quelque chose chez lui a immédiatement déclenché des alarmes. Bien qu'il ne paraisse pas ouvertement dangereux, sa façon de se tenir trop près en souriant me mettait mal à l'aise. J'ai voulu lui dire de reculer, car il ignorait totalement l'espace personnel, mais j'ai forcé un sourire poli. « Non, désolé, je n'en ai pas. » Je me suis retourné vers ma voiture, espérant qu'il comprendrait, mais je l'ai entendu faire un pas de plus. « Vous êtes sûr ? Vous avez l'air du genre de personne qui garde tout bien organisé. Vous pouvez vérifier dans votre voiture, s'il vous plaît ?» Je suis resté pétrifié. Mes yeux ont immédiatement balayé le parking de Costco, où il n'y avait que des voitures et personne, et il commençait à faire nuit. Je pouvais sentir l'odeur rance de sueur qui émanait de sa chemise. Sans me retourner, j'ai répondu froidement. « Désolé, je ne peux pas vous aider. » J'espérais toujours qu'il parte, mais au lieu de ça, il a rapproché son visage de ma tête et il a reniflé mes cheveux comme un chien. J'ai senti son souffle chaud et infect sur moi. Réaliser qu'un type se tenait derrière moi à renifler mes cheveux, ça n'arrive pas tous les jours. Je me suis retourné, sans plus cacher mon dégoût. « C'est quoi ton problème ?» Il a affiché ce sourire sordide, comme si c'était exactement la réaction qu'il voulait. Je voulais pas être indiscret, mais tu achètes ton shampoing ici, chez Costco? Ça sent super bon. J'étais sidéré par son culot. En le voyant si près, j'ai perdu mes mots, mais lui était complètement sans gêne et continuait avec ses questions beaucoup trop personnelles, genre ce que j'achète d'autre chez Costco, à quelle fréquence je viens ici, etc., etc. Je n'ai rien répondu, mais ensuite il m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Ils vendent des sous-vêtements? Et si tu me montrais ce que tu portes là? Ma femme fait à peu près ta taille. Je voudrais lui prendre quelque chose de similaire. Mes mains sont devenues engourdies. J'ai vraiment cru que j'allais me faire agresser, là, sur le parking. J'ai fermé le coffre d'un coup sec, je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé. Je voulais tellement sortir que j'ai même pas attaché ma ceinture. Le type m'a observé quelques secondes, puis est monté dans une Honda bleu foncé, garée juste derrière moi. Une fois sur la route, sa voiture me suivait. Des gouttes de sueur perlaient sur mon front alors que je le voyais doubler d'autres voitures pour me rattraper. À chaque virage et chaque changement de voie, il me suivait. J'ai évité les voitures et parfois accéléré pour le semer, mais c'était une vraie sangsue, trop accrochée pour lâcher prise.
Pendant la demi-heure suivante, j'ai roulé en boucle dans des rues secondaires, au lieu de rentrer directement, car je voulais pas qu'ils connaissent mon adresse. Pourtant, ils restaient collés à moi, jamais trop près ni trop loin. Je tremblais et j'ai failli craquer en pensant au poste de police pas loin. J'ai grillé les feux rouges et foncé vers la route principale. J'ai vu sa voiture ralentir derrière moi dès que je suis entré sur le parking du commissariat. Puis il a tourné dans l'autre sens, comme s'il avait une urgence soudaine. Je suis arrivé en titubant à l'accueil et j'ai tout raconté à l'agent. Ils ont pris ma déposition, m'ont calmé et ont visionné les caméras du parking Costco. 2 jours après, ils m'ont recontacté. Il s'avère que l'homme sortait tout juste de prison, fiché comme délinquant sexuel, avec plusieurs accusations de harcèlement et traque. Il n'avait rien à faire dans ce secteur. Ils m'ont dit que j'avais eu de la chance. Moi, je ne me sens pas chanceuse. Je regarde encore derrière moi en sortant du travail. Parfois la nuit, je sens encore son haleine et je ne suis jamais retourné à ce Costco. À toutes les femmes, si vous êtes seule et qu'on s'approche trop près, écoutez votre instinct. Travailler de nuit chez Taco Bell n'est pas vraiment excitant. Pourtant, rien ne nous aurait préparé à ce qui allait se passer ce mardi soir. Ça a commencé comme d'habitude, calme, avec quelques clients qui entraient tranquillement, des commandes aussi monotones que le menu. J'étais à la caisse. Je prenais les commandes en gardant un œil sur l'horloge, comptant les heures avant la fin de mon service. Il était environ 22 heures quand les portes se sont ouvertes et 3 ados bruyants ont débarqué en courant, riant et se bousculant jusqu'au comptoir. Ils étaient bruyants, presque insupportables, mais inoffensifs. Ils se sont mis derrière une femme plus âgée, scotchée à son téléphone. La file avançait lentement et les garçons s'impatientaient. L'un d'eux, un grand aux cheveux bleus, a dépassé la femme pour aller devant. « On ne double pas !» Elle a répliqué sèchement en levant les yeux, le regard noir. Le garçon a haussé les épaules, visiblement indifférent. « Calme-toi, madame. On veut juste manger. » La tension fut immédiate et sembla épaissir l'air. Je restais là, figé au-dessus de la caisse, ne sachant pas quoi faire. « Tu dois faire la queue comme tout le monde. » La femme continua, s'approchant du garçon. Sa voix avait une dureté qui te faisait te redresser un peu. L'adolescent leva les yeux au ciel, mais avant qu'il ne puisse parler, ses potes firent pareil. Ils formèrent un petit barrage entre la femme et le comptoir, souriant avec le groupe. C'est là que les choses ont vraiment mal tourné. La femme sortit son sac et d'un geste rapide, en tira une bombe de gaz poivré. J'eus à peine le temps de réaliser que la femme en vaporisa directement le visage du garçon aux cheveux bleus. Le chaos éclata. Le garçon hurla et se porta les mains aux yeux tandis que ses amis reculaient en toussant et s'étouffant sous le spray. La femme continua de pulvériser, le visage figé de rage, sans s'arrêter jusqu'à ce que la bonbonne soit vide. « Sécurité! Quelqu'un appelle la police !» criai-je, sortant enfin de ma transe. J'ai composé le 911, les doigts tremblants en appuyant sur les boutons. En face de moi, des gens ont commencé à crier, d'autres ont couru dehors et les autres filmaient sur leur téléphone. Elle ne laissa pas ça s'arrêter là. Elle se mit à crier sur les garçons, mêlant jurons et accusations. Le manager, Tony, un type massif qui se cachait à l'arrière, s'est précipité pour essayer de calmer la situation. « Madame, vous devez partir maintenant !» aboya Tony, se plaçant entre elle et la horde d'ados qu'elle attaquait. Mais elle avait perdu toute raison. Ils le méritent. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je connais mes droits. Et si tu t'approches, je te vaporise aussi. Elle hurla, le visage rouge de rage, la main sur la bonbonne, prête à pulvériser. En quelques minutes, la police arriva, sans rien pour calmer le chaos. Ils menottèrent la femme, lui lisant ses droits alors qu'elle continuait de crier. Les ados furent emmenés dehors, les secours soignant leurs yeux brûlants et leur peau rougie. Je me tiens dans mon magasin, derrière le comptoir. Mon esprit s'emballe,
essayant de comprendre ce qui vient de se passer. L'odeur du spray au poivre flotte dans l'air, laissant une brûlure et des yeux qui piquent. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le visage de cette femme enragée, ou les cris du garçon. Ils les ont tous embarqués et j'ai raconté ce que j'avais vu, la voix tremblante. Ils nous ont dit que la femme serait inculpée pour agression grave. C'était surréaliste qu'un simple malentendu sur la file d'attente dégénère ainsi en violence. En sortant à la fin de mon service, l'air frais dehors contrastait avec toute cette tension. Mais à quelle vitesse les choses ont dérapé? De l'impatience jusqu'à une réaction extrême. L'incident m'est resté gravé bien après cette nuit-là, comme un rappel sombre de l'imprévisibilité des gens. Travailler chez Taco Bell n'a jamais été pareil. Chaque client qui franchissait la porte était une menace potentielle. Chaque service, un test de ma capacité à rester calme face à l'inattendu. Puis, au fil des semaines suivantes, l'histoire du spray au poivre commence à se répandre, transformant notre discret Taco Bell en une institution communautaire. Des inconnus commencèrent à entrer, espérant entrevoir une preuve du drame qui s'y était réellement déroulé, discutant à voix basse en attendant dans la file. Et je reste là, à me demander si l'un d'eux avait un bidon de spray au poivre dans son sac, attendant juste une excuse pour semer le chaos. Je faisais des shifts de nuit chez Costco. Tu pointes après la fermeture et passes 8 heures parmi les chariots élévateurs, les palettes et un silence écrasant. La plupart des nuits étaient calmes. On passait nos nuits à réapprovisionner les étagères, écouter notre musique et faire des blagues pour rester éveillés. Mais il y a une nuit que je n'oublierai jamais. Il était environ 2h30 du matin. On m'a assigné le réapprovisionnement près du quai 3, au fond de l'entrepôt où se trouvent les sorties de secours et les quais de chargement. Il fait toujours plus froid et plus calme là-bas, comme si même le son évitait ce coin. J'avais mes écouteurs, mais assez bas pour entendre si quelqu'un appelait. Je vérifiais tranquillement les reçus de livraison quand j'ai remarqué le couloir menant à la porte de secours. Le couloir était dans le noir, mais la porte entr'ouverte laissait filtrer la lueur jaune du lampadaire. Ces portes sont toujours censées rester fermées. Non seulement ils sont alarmés, mais c'est un risque majeur de les laisser déverrouillés ou entr'ouverts. On avait déjà reçu un avertissement, donc j'ai pensé que quelqu'un avait oublié de bien fermer, peut-être un camionneur ou un collègue parti fumer. Je me suis approché, me disant que j'allais fermer et prévenir la sécurité. Mais arrivé à environ 5 mètres, je me suis arrêté. Il y avait quelqu'un debout dans le coin du couloir. Il essayait de se fondre dans l'obscurité. Je ne le voyais pas clairement, mais je distinguais une silhouette. C'était un homme aux cheveux en bataille et il me fixait. « Qui est là ? Je peux te voir. » Il n'a pas dit un mot et n'a pas bougé. Il est resté là comme s'il attendait quelque chose. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un sans-abri ou un employé coincé dehors, mais sa façon de se tenir complètement immobile, comme une statue, m'a hérissé les poils. J'ai tendu la main lentement vers ma radio à la ceinture. Dès que ma main l'a touchée, l'homme a détalé. Il n'a pas dit un mot. Il s'est retourné et a sprinté dans un couloir à gauche. Il était parti avant que je parle dans le micro. J'ai pris une lampe et vérifié les couloirs, rien que du vide. Mon esprit voulait croire qu'il était parti, mais mon instinct disait le contraire. Je suis retourné réapprovisionner les allées. De temps en temps, je jetais un œil au long couloir vide. 15 minutes plus tard, je commençais à croire qu'il était parti quand j'ai senti quelque chose de mouillé dans mon cou. On aurait dit des gouttes d'eau, mais les plafonds de Costco sont bien construits. Impossible qu'il y ait une fuite. Alors d'où venait l'eau ? Je scrutais les hauts plafonds quand soudain, j'ai senti l'allée devant moi trembler. Je tombe malade ou c'est un tremblement de terre ? J'allais vérifier de l'autre côté quand j'ai vu une tête dépasser l'étagère. L'homme me regardait du haut de l'étagère. Il était monté là-haut et me regardait comme un voyeur complètement dérangé. Devinez quoi ? Les gouttes d'eau, c'était sa bave. Cette brève rencontre, je n'oublierai jamais ses yeux.
Ils me fixaient comme des loups affamés. J'ai crié et appelé la sécurité immédiatement. L'allée a tremblé quand il est descendu et a couru vers la sortie de secours. La sécurité est arrivée avec des lampes torches. D'autres collègues de nuit ont aidé à fouiller, mais on n'a rien trouvé. Personne n'a vu où il est allé. Tout le monde s'est dit que c'était un toxico cherchant un abri. Le lendemain après-midi, on m'a appelé plus tôt pour mon service. Le responsable de la sécurité voulait me montrer quelque chose. Il m'a emmené au bureau où sont les caméras et a sorti les images de la veille. Il n'a rien dit, il a juste lancé la vidéo. Je me voyais à l'écran, empiler des cartons et ranger des palettes. Tout avait l'air normal. Puis, tout au fond, à peine visible, sauf si on la cherchait, se trouvait la porte de secours. Et quelqu'un était déjà là. L'homme était resté dans l'ombre depuis plus d'1 heure. Il se penchait parfois en avant et poussait lentement, très lentement, la porte, centimètre par centimètre. Puis, il la refermait, comme s'il testait quelque chose, comme s'il voulait voir jusqu'où il pouvait aller sans être remarqué. Tout ce temps, son visage restait caché dans l'obscurité, mais sa posture, légèrement voûtée, la tête penchée, paraissait bizarre, presque inhumaine. Qui que soit cet homme, il savait où étaient les caméras, il savait quand bouger. Et pire encore, il ne faisait pas que regarder, il attendait. J'ai changé d'équipe 1 mois plus tard. Je travaille encore de nuit, mais jamais dans un bâtiment aussi grand ou aussi vide. Maintenant, chaque fois que je passe devant une porte de secours, je la vérifie 2 fois.